Dans cette vidéo, on va parler de l'interprétation des imogrammes qu'on obtient par électrophorèse des isoenzymes. Ceci rentre dans le marquage biochimique et moléculaire de grande importance pour l'amélioration génétique et la biotechnologie. Nous allons interpréter des imogrammes de deux enzymes, la glutamate oxaloacétate transaminase GOT et l'endopeptidase ENP, révélées toutes chez le palmidatier Phoenix dactylifera. Dans cette présentation, nous allons commencer à interpréter les imogrammes qui proviennent de la glutamate oxaloacétate transaminase, qui est noté GOT, tout simplement. Interpréter les imogrammes qui est ici à notre gauche et qui a été obtenu après électrophorèse d'extrait enzymatique de folioles de palmidatier sur des gels de polyacrylamide, l'objet de la séance de TP numéro 1. On obtient ce zymogramme dont il faut l'interpréter. Interprétation d'un zymogramme, ça veut dire qu'il faut répondre à 4 requêtes à peu près. La première des choses, c'est connaître le nombre de loci qui code pour ces GOT, ces enzymes ici, ces isoenzymes. Le nombre de loci. Deuxième question, c'est la structure de l'enzyme. Quelle est l'enzyme, sa structure qui est mise en jeu? Et puis après, quel est le nombre d'allèles qui est derrière, si vous voulez, ces structures? Et puis donner un inventaire des génotypes qu'on peut voir dans ce zymogramme. Génotype pour vraiment laisser la casquette de biochimiste et devenir généticien, parler des génotypes à ce moment-là. Alors commençons par le nombre de loci. Le nombre de loci, on le connaît par le nombre de zones de migration, tout simplement. Le nombre de zones de migration. Une zone de migration, nous en avons une ici, et nous en avons une autre ici. Donc on dit qu'il est très probable que les isoenzymes de la GOT, ils sont sous le contrôle de deux loci, que j'ai noté ici, GOT1 et GOT2. Mais dans le locus GOT1, il donne des formes d'enzymes qui sont diffuses, qui ne sont pas bien claires, bien séparées, et donc je vais me consacrer mon interprétation au locus GOT2 ici. GOT2, parce que les bandes, ils sont claires. Plus claires ici, on voit une, on voit trois, etc. Et la fois, nous allons interpréter GOT2. Et commençons par la structure de l'enzyme. Structure de l'enzyme, on peut s'en rendre compte, on se pose la question, quel est le nombre maximum de bandes qu'on peut trouver par individu? Nombre maximum de bandes par individu, ici c'est des individus, 17 regardant verticalement, nous avons 20 individus ici, ça commence de 1 jusqu'à 20, et puis l'individu 20 ou l'individu 19 ici, il a une bande vers le bas, l'individu 18, il a 3 bandes ici, 3, comme le cas ici pour l'individu 9 et 8, l'individu 11, il a une bande vers le bas, mais l'individu 7, il a une autre bande qui est mise vers le haut cette fois-ci, pour le 7. Donc le maximum de bandes qu'on peut voir par individu, c'est 3. On ne peut pas voir plus que cela, mais si on regarde à droite à gauche, on ne peut compter que 3 bandes. Et ce nombre maximum de bandes, il est égal normalement à petit n plus 1. Petit n, c'est le nombre de sous-unités de l'enzyme. Ce maximum de bandes existe chez les hybrides. Petit n plus 1 égale à 3 ici, ça veut dire que petit n est égal à 2. Et l'enzyme, elle est dite, elle est dimérique. Elle est dimérique, notre enzyme. Et on dit que le locus GOT2, ici, des folioles de palmidatier, chez le palmidatier, il code pour une enzyme qui est dimérique. Avec combien d'allèles? Alors, pour connaître le nombre d'allèles, il faut faire une synthèse de tous vraiment les profils qui sont devant nous, ici les 20 individus, parce qu'il y a certains qui se répètent, qui ont le même, d'autres qui diffèrent, mais si on résume ce zymogramme ici à notre gauche par un diagramme qui est à notre droite ici, on peut résumer le tout dans 3 situations différentes. Une situation où on trouve 3 bandes, comme il est le cas l'individu 15, l'individu 9, l'individu 8, le cas où il y a une seule bande vers le haut, hein, c'est le cas par exemple l'individu 7 ici,
n'est-ce pas? Et puis les individus aussi, 12, 13, 14. Et puis le cas où aussi des individus qui ont une bande vers le bas, hein, comme ici le cas de 19, et comme il est le cas pour le 5, le 4 aussi, et pour aussi le 2. Donc finalement, ces trois choses, on ne peut les expliquer que par deux allèles uniquement, pas plus que cela, parce que c'est un zimogramme qui est simplifié. Ici, deux allèles, n'est-ce pas? Qu'on peut les appeler allèle A et l'allèle B, n'est-ce pas? L'électrophorèse, elle va du haut vers le bas, vers le plus, vers l'anode, et ma foi, ici, c'est le A, ça commence par l'anode, et on va commencer à noter dans l'ordre alphabétique du bas vers le haut. C'est l'allèle A, ici c'est l'allèle B, la position de B. Ces individus, ou ces individus d'abord qui sont simples ici, ils vont avoir une enzyme qui est sous forme homodimère, où il y a l'allèle B qui a donné deux polypeptides qui sont toujours de la même nature. Appelons-le les BP. Collés l'un l'autre, mais ils sont actifs lorsqu'ils sont sous forme de dimère. Ils ne sont pas actifs sous forme de monomère, il faut qu'ils soient un dimère. Et puis celui-là, cet individu, ou c'est les individus qui ont des choses comme cela, ils fabriquent un polypeptide de type A, et ils font une enzyme active dimère AA. Et puis, cet individu, ou les individus qui sont comme cela, triple bande, ils font les deux. Un polypeptide A, un polypeptide B, il peut faire les combinaisons de dimères qui sont AA, une bande ici, BB, une bande ici, et une bande qui est nouvelle, un hétérodimère, qui est AB cette fois-ci. Les individus qui sont comme cela, ils sont de génotype AB, c'est l'inventaire des génotypes maintenant qu'on est en train de parler, et puis les individus qui sont comme cela, BB, et ça c'est AA, ce sont des homozygotes, hétérozygotes. Donc voilà l'information qu'on peut tirer à peu près d'une lecture d'un zymogramme. On peut maintenant, dès qu'on connaît comment repérer les hétérozygotes des homozygotes, regarder dans une population combien il y en a de hétérozygotes, combien de homozygotes, etc. Passons maintenant à une autre enzyme, et ici, c'est l'endopeptidase. L'endopeptidase qui est tout simplement écrite ici ENP. ENP, et nous allons interpréter le zymogramme qui est à notre gauche ici, zymogramme des endopeptidases, des folioles de palmidati. C'est ça? Et comme toujours, comme on l'a fait pour GOT, on va répondre aux 4 questions: nombre de loci, structure de l'enzyme, nombre d'allèles, et puis l'inventaire des génotypes. Le nombre de loci, toujours la même question: en combien de zones ils sont séparés, c'est les isoformes, les isoenzymes des endopeptidases. Eh bien, si on regarde ici, on ne peut dire qu'il n'y a qu'une seule zone de migration. Une seule zone de migration, il ne faut pas confondre avec des bandes. Ça, ce sont des bandes, hein. Ce n'est pas une zone, ce sont des bandes ici, mais c'est une seule zone avec un RF souvent faible, de l'ordre de 0,2, 0,3, 0,15, des choses comme ça, sur des gels polyacrylamide de 11%, et ma foi, c'est un seul locus ici qui est mis en jeu. Une seule zone, c'est très probable qu'il s'agit d'un seul locus. Un seul locus qui va coder pour une enzyme de quelle structure? Une enzyme de quelle structure? Eh bien, la structure de l'enzyme ici, ça découle de la question quel est le nombre maximum de bandes qu'on peut voir par individu. Des individus ici, 20 individus de 1 jusqu'à 20, et le maximum de bandes qu'on peut voir ici, ou ici, ou ici, ça ne peut être que 2, le maximum. Maximum égale à 2, ce maximum de bandes égale à 2 qui existe chez les vides, il est normalement égal à petit n plus 1, avec petit n, c'est le nombre de sous-unités de l'enzyme. Petit n plus 1 égale à 2 ici, ça veut dire que n, elle est égale à 1. Ça veut dire que notre endopeptidase, c'est un monomère cette fois-ci. Ce n'est pas un dimère, c'est un monomère. C'est un seul polypeptide, mais qui est actif. Il n'a pas besoin d'être à 2, comme l'enzyme dimérique pour être active, mais il est à lui seul actif, catalytiquement actif. Alors, résumons,
les endopeptidases de folio de palmidati sont sous le contrôle d'un seul locus qui code pour une enzyme qui est monomérique. Alors maintenant, avec combien d'allèles? Combien d'allèles? Le nombre d'allèles, il faut le sortir une fois on a un nombre suffisant d'individus de palmidati qui sont analysés. Il faut le sortir par un résumé de tout ce qu'on regarde de manière générale. Hein? Parce qu'il y a des choses qui se répètent, le 17 ici comme le 16, etc., comme le 18, comme le 19. Mais si on résume toute cette situation ici qu'on regarde dans le zymogramme des endos, on trouve le diagramme qui est à notre droite ici. On trouve à peu près 6 situations où il y en a le cas 1, par exemple, avec une bande tout à fait vers le haut, complètement vers le haut, comme il est le cas ici dans l'individu, le palmier 9, et on trouve des cas qui sont au milieu, comme il est le cas ici. On trouve des cas où ils sont un peu vers le bas, même si ça n'est pas bien présenté ici, ce cas-là, on peut le trouver dans d'autres gels, augmentant le nombre de gels pour tomber dessus, parce qu'il est rare. Et on peut aussi, lorsqu'il s'agit de 2 bandes, trouver 3 situations qui sont différentes. Soit des bandes qui sont éclatées comme cela, soit des bandes qui sont serrées mais donnant vers le haut, soit des bandes qui sont serrées mais donnant vers le bas, en quelque sorte. Alors, ce zymogramme qui est quand même compliqué par rapport à un zymogramme qui présente uniquement 3 choses, par exemple 2 bandes, une bande vers le haut et une bande vers le bas, mais ici, il y en a plusieurs choses. La seule façon de les interpréter au niveau du nombre d'allèles, c'est de présenter un nombre d'allèles qui est égal à 3, pas 2. L'allèle A, sa position ici, l'allèle B, l'allèle C, sa position ici. Et il y a des individus qui sont là, l'individu C ici, par exemple, l'individu qui a un génotype CC, il fabrique un polypeptide qui est par exemple C, et il est à lui seul actif, l'enzyme elle est monomérique. Il n'a pas besoin d'être à 2. Le B, il fabrique un polypeptide B qui est actif aussi dans cet endroit, et le A, c'est à ce niveau-là. Bref, ce sont ici des génotypes CC, BB, AA, ce sont tous des homozygotes. Et de l'autre côté, on trouve des doubles bandes comme cela, avec un génotype qui est AC, un génotype BC, un génotype AB. Ce sont tout cela des hétérozygotes ici. Alors, lorsqu'on compare le cas du palmidati avec ce que nous avons vu auparavant chez les rosacées, genre prunier, abricotier, rappelez-vous les peroxydases cathodiques, au niveau des peroxydases, nous avons trouvé au niveau de ces peroxydases un zymogramme qui était simplifié, simple bande vers le haut, vers le bas, et puis double bande uniquement. Et ma foi, ça c'était un zymogramme qui reflète un locus, mais avec une enzyme qui est monomérique, mais avec 2 allèles uniquement, pas 3 allèles comme il est le cas ici pour le palmidati. Après l'interprétation des zymogrammes pour les enzymes GOT et endopeptidases, pour le palmidatier, nous étions arrivés à distinguer, à parler de génotypes. De génotypes AA, BB, AB, ou AC, A, B, BB, des choses comme ça. Et à quoi ça va servir tout cela? Ça va servir à donner des réponses à certains questionnements qui peuvent se poser au niveau de la culture de palmidati. Et ici, je voudrais vous donner l'exemple de la comparaison de 2 populations de palmidati. Populations qui proviennent de semis tout simplement et qui sont présentées chaque population par un zymogramme de GOT ici, glutamate oxaloacétate transaminase, population 1, et population 2 à droite par un zymogramme aussi pour cette population numéro 2. Et on va, maintenant qu'on sait comment déterminer les génotypes, on peut lire facilement, parcourir le zymogramme et lire et parler de génotypes. AB, AA, AA, BB, AB, AB, etc. Je vais faire le compte combien j'ai de génotypes AB, des hétérozygotes,
tout simplement au niveau de la population 1, ici, et combien j'en ai de ces hétérozygotes au niveau de la population 2. C'est des populations qui sont différentes quand même. Donc je note N1 et N2, et puis après je calcule une hétérozygotie. Hétérozygotie, ça veut dire c'est le nombre d'hétérozygotes dans la population que je divise par le nombre maximum d'individus que j'ai traités. C'est une estimation un peu de ce paramètre de la génétique des peuples. Je vais faire la division et je vais voir deux chiffres, deux valeurs pour chaque population, pour les deux populations, une valeur pour chaque. Et qu'est-ce que ça veut dire une hétérozygotie? C'est tout simplement un paramètre qui peut indiquer le degré de plasticité qu'a votre population, un degré de son adaptation à des contraintes, qu'ils soient biotiques ou abiotiques, parce que sachant que l'hétérozygotie est liée à la vigueur des hybrides. Il y a des hybrides qui sont beaucoup plus prépondérants et ils sont généralement rigoureux et c'est un réservoir de gènes. Ils rassemblent beaucoup plus d'allèles, les hétérozygotes. Et donc, première application au niveau des isoenzymes, ici pour le palmidatier, c'est comparer deux populations sur l'hétérozygotie. L'hétérozygotie, qu'ils en ont, ça a beaucoup d'applications au niveau de la génétique des plantes. Autre application du marquage isoenzymatique chez le palmidatier, je vais donner ici l'exemple de la glutamate oxaloacétate transaminase, et pour répondre au niveau de la culture donc de palmidatier à deux petites questions. La question d'abord, ici à ma gauche, c'est connaître un peu les parents mâles et parents femelles d'un croisement dirigé que nous avons pratiqué pour le palmidatier et dont on a perdu par hasard le palmier mâle ou on a perdu la palmier femelle, mais dont on dispose vraiment des graines de plantes provenant de graines de ce croisement qu'on a germé et qu'on a analysé par électrophorèse et dont on dispose vraiment des zymogrammes de ces population F1, appelez-le comme ça. Alors, si on analyse le zymogramme de ces petites plantes émanant du croisement dirigé, on trouve que toutes, ils ont un génotype GOT ici, c'est les GOT ici, mais c'est le génotype triple bond, c'est le génotype qui correspond à AB, le génotype AB. Et la question qu'on vous demande, qui est très simple d'ailleurs, c'est pour montrer un peu l'application des marqueurs des isoenzymes, quel peut être le parent mâle et le parent femelle de ces plantes et qui proviennent tout simplement d'un croisement dirigé entre un palmier mâle d'Ocar et un palmier femelle cultivar. Alors évidemment, vous allez le connaître de vous-même, c'est simple, soit le mâle elle est AA avec une bande vers le bas et la femelle elle est BB avec une bande vers le haut, une bande vers le haut femelle, une bande vers le bas mâle, et puis après les enfants, ils vont donner 100% automatiquement de triple bande, 3 bandes parce que l'enzyme elle est dimérique. Elle est dimérique, il y a un hétérodimère qui s'intercale ici, qui donne une troisième bande qui est au milieu. L'enzyme elle est dimérique. Ou bien l'inverse, le mâle elle est bébé et la femelle elle est AA. Ça. Deuxième application qu'on peut trouver au niveau des isoenzymes pour le palmidatier, on peut avoir une idée sur la conformité génétique, où on dit que des lots de plants issus de la culture in vitro cette fois-ci, ce sont des vitroplants, ils sont conformes ou en faveur d'une conformité à combien? À 80%, 95%, etc. lorsqu'on fait vraiment de la multiplication conforme. Alors, lorsqu'on veut multiplier un cultivar vraiment de bonne qualité, pour faire la multiplication conforme, on nous exige de faire des tests de conformité. Et la conformité, ça se voit avec le fruit, il faut attendre une quinzaine d'années, une dizaine d'années, ça dépend comment vous maintenez vos vitroplants, si vous voulez, en culture. Disons,
une 5 à 6, 10 années ou un peu plus, pour avoir vraiment des fruits et qui vont vous dire ah ça doit être tel cultivar et c'est conforme ou pas conforme à la plante mère à partir de laquelle nous avons fait tous ces vitroplans par une biotechnologie précise. Alors, nous avons pris ici 20 plants que nous avons analysés tout simplement sur les gouttes. Leurs gouttes, ce sont des plants qui proviennent d'une même plante, si vous voulez, et la question qui nous est posée, c'est est-ce que ces plants, ils sont conformes d'abord entre eux? Est-ce qu'ils sont conformes ou il y a des changements, si vous voulez, qui sont introduits au niveau des milieux de culture, au niveau de cette biotech? Alors, analysant ces imogrammes, ces 20 individus, on trouve qu'ils ont tous à peu près triple ventre, partout, il est là, présent, sauf l'individu 16 qui a vraiment une bande vers le bas. Sur 20 individus, on trouve un seul individu qui présente quelque chose qui est anormal, qui est vers le bas, n'est-ce pas, qui est vers genre donc de homozygote ici, les autres sont tous hétérozygotes, et ma foi, cela signifie que sur 20 plans, je dois avoir, ou c'est en faveur, peut-être, c'est pas sûr, mais c'est en faveur, et peut-être plus dans vraiment les déductions, c'est en faveur de quelque chose qui n'est pas conforme ici, génétiquement, et cette conformité est l'ordre de 1 sur, cette non-conformité est de l'ordre de 1 sur 20. Ça veut dire que la conformité, elle est de l'ordre de 95%. 95% palmiers, vitroplans, ces 95 vitroplans, ils sont conformes entre eux. Voilà donc deux autres applications pour les isoenzymes appliqués vraiment au palmidatier. Il y en a d'autres, nous allons en parler dans les prochaines séances d'enseignement, soit pratiques, soit dirigées, soit courts.